Quelques heures plus tôt, il avait réparé une vieille Jeep pour un étranger à l'air fatigué, un vétéran, et voilà que des véhicules militaires encerclent sa maison, des soldats armés braquant leurs lampes de poche sur lui comme des criminels. Que se passe-t-il? Pourquoi les militaires s'en prennent-ils à son véhicule fraîchement réparé? Marc essuie ses mains tachées de graisse sur un chiffon qui a connu des jours meilleurs, comme le garage qu'il occupe depuis 15 ans. Il avait 55 ans, ses cheveux autrefois noirs avaient laissé place au gris, et les rides de son visage racontaient l'histoire d'une vie passée à l'ombre des machines. Il n'y avait pas grand-chose à la périphérie de Millfield, mais c'était son sanctuaire d'outils, d'huile de moteur et de la symphonie réconfortante des moteurs qui reprennent vie. Avant que Marc n'ouvre cet endroit, il était l'un des meilleurs mécaniciens de l'armée et avait servi dans différentes zones de conflit pendant 20 ans. Un autre mécanicien de petite ville, satisfait de son humble existence, ses journées suivaient un rythme prévisible. Café à l'aube, travail jusqu'au crépuscule, et peut-être une bière au bar de Denise si la journée était particulièrement enneigée. Il a levé les yeux de la Ford sur laquelle il travaillait et a vu une Jeep militaire couverte de poussière s'arrêter sur le parking. Le véhicule avait au moins 40 ans, une vraie M1 5.1 mm UT, probablement utilisée au Vietnam. Le conducteur était un vieil homme dont le visage usé par les intempéries était partiellement caché par une barbe grise. Malgré la chaleur, il portait une veste militaire délavée et ses yeux scrutaient avec inquiétude les alentours de la voiture. Et ses yeux parcouraient anxieusement le champ comme s'il attendait l'apparition d'une ombre. Dans l'après-midi, Marc s'essuya les mains et appela. « Que puis-je faire pour vous ?» Le vieil homme s'approcha prudemment. Marc pouvait voir la tension dans sa posture. Son regard ne cessait de se déplacer vers la route derrière lui. « Vous êtes mécanicien », sa voix portait le poids des années. Marc secoua la tête. « Mark Daniels, c'est un vrai classique. Pouvez-vous le réparer ?» Le vieil homme regarda sa montre. « Je veux qu'il fonctionne avant la tombée de la nuit. Je paierai le double de vos honoraires. Quelque chose dans l'urgence de la voix de l'étranger. » Les signes de curiosité professionnelle s'intensifièrent. Alors qu'il se dirigeait vers la Jeep et ouvrait le capot, ses yeux exercés repérèrent immédiatement des irrégularités. Le moteur était de série. Le numéro avait été soigneusement effacé, quelques pièces montrant des signes de démontage et de remontage répétés, ce qui est inhabituel pour un véhicule civil. Marc lui a demandé s'il était d'accord pour que j'examine de plus près l'intérieur du véhicule. Le vieil homme a hésité. Il a découvert ce que ses années dans l'armée lui avaient appris. Un compartiment secret soudé au châssis, habilement dissimulé au regard. Il a passé ses doigts sur les lieux, mais n'a pas tenté de l'ouvrir lorsqu'il est sorti. L'étranger l'observait attentivement. Le carburateur a besoin d'être réparé et votre courroie de distribution est fichue, Marc. Il évita délibérément de mentionner ce qu'il avait trouvé. Je peux la faire fonctionner en quelques heures. Un soulagement se dessina sur le visage du vieil homme. Bon, j'ai quelques courses à faire. Je serai de retour avant la fermeture, dit-il en tendant à Marc une liasse de billets. Après que l'étranger soit parti à pied, Marc retourna à la Jeep avec un malaise grandissant. Ses instincts militaires, qui étaient restés en sommeil pendant des années, l'avertissaient maintenant. Il fit une inspection plus approfondie et découvrit finalement une petite boîte métallique cachée dans un panneau sous le siège du passager, avec des marques militaires délibérément dissimulées dessus. Ses doigts coururent sur le conteneur. L'éthique professionnelle lui dictait de la laisser tranquille, mais 20 ans de service militaire lui avaient inculqué un autre sens des responsabilités. « Dans quoi me suis-je fourré ?» murmura-t-il, en retirant soigneusement la boîte. Elle était étonnamment lourde pour sa taille et comportait un mécanisme de verrouillage inhabituel qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Marc a pris la décision qui allait irrévocablement changer le cours de sa vie, alors que le soleil de l'après-midi projetait des ombres sur son garage. Marc a placé sa paume sur le mystérieux conteneur, et si je l'avais juste touché, Marc s'est demandé à haute voix, et si je l'avais juste touché, Marc n'était pas conscient que la réparation de ce véhicule particulier allait changer tout ce qu'il connaissait pour toujours, les mains de Marc. Il tremblait légèrement en examinant la mystérieuse boîte métallique. Des années d'entraînement militaire lui avaient dit de la laisser tranquille, mais la curiosité, cette éternelle faiblesse humaine, poussa ses doigts vers le loquet. Le conteneur était plus lourd qu'il n'y paraissait. Il avait un mécanisme de verrouillage inhabituel.
Après une brève lutte interne, la curiosité de Marc prit le dessus et il manipula avec précaution la serrure inhabituelle en sentant les points de pression du mécanisme avec un clic satisfaisant. Lorsqu'il souleva lentement le couvercle, une étrange lumière bleue émana de l'intérieur, projetant d'étranges ombres sur son visage usé par le temps. Il chuchota, plissant les yeux pour se protéger de la lumière, avant de pouvoir examiner correctement le contenu. Le tableau de bord de la Jeep produisit une forte décharge électrique. Marc se retourna pour voir que le système électrique du véhicule s'était soudainement mis en marche. Les lumières clignotaient, les jauges s'agitaient. Quelque chose avait été déclenché à distance, même si le contact était coupé. Il claqua la boîte. La lueur bleue disparut instantanément, et les systèmes de la Jeep continuèrent à babiller pendant quelques secondes avant de redevenir silencieux. Marc regarda le véhicule, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait pas d'un surplus militaire ordinaire. Quelle que soit la technologie cachée à l'intérieur de la boîte, elle avait été reliée sans fil au système de la Jeep. Il essuya la sueur de son front en franchissant la porte. Son visage était un masque de panique à peine contrôlé. La voix de l'étranger était tendue, ses yeux allaient et venaient entre Marc et la Jeep. Marc hocha lentement la tête. « J'ai dû changer les gicleurs du carburateur. J'en ai besoin. » Maintenant l'homme intervint. Il sortit une enveloppe épaisse de sa veste. « Voici le double de ce que nous avions convenu, sans poser de questions. » Marc accepta l'enveloppe. Il sentit le poids de l'argent à l'intérieur. « Monsieur, c'est le véhicule. Il y a quelque chose d'inhabituel. Le système électrique ne vous regarde pas. » Le vieil homme arrache les clés de l'établi de Marc. Ses yeux se plissent. « Vous n'avez touché à rien d'autre. » Marc hésite, le poids de la boîte cachée qui semble brûler le sol en béton sous ses pieds. « Non, monsieur, je n'ai réparé que ce qui devait l'être, l'étranger. » Étudie le visage de Marc pendant un moment trop long, avant de secouer la tête. « Eh bien, oubliez que vous avez vu cette Jeep tout de suite. » Le vieil homme s'est penché par la fenêtre si quelqu'un venait à poser des questions. « Vous ne savez rien pour votre propre sécurité. » Avant que Marc ne puisse répondre, la Jeep est sortie du garage, en grinçant, tandis que les pneus disparaissaient dans l'obscurité. Marc est resté dans l'embrasure de la porte en regardant les feux arrière s'éteindre. L'enveloppe d'argent qu'il tenait dans sa main était lourde, mais il s'est alors souvenu de la boîte métallique toujours cachée sous son établi. « J'ai fait une erreur », a-t-il marmonné, réalisant les conséquences potentielles de ses actes. Quelle que soit la valeur ou l'importance de ce que contenait la boîte, Marc a pris la boîte et l'a posée sur son établi, la regardant comme si elle pouvait contenir les réponses à des questions qu'il n'avait même pas encore formulées. Il l'a rallumée et a appelé les autorités, les anciens contacts de l'armée. La décision a été interrompue par des phares balayant les murs du garage. Marc s'est retourné, s'attendant à voir le vieil homme retourner à sa propriété. Au lieu de cela, un SUV noir aux vitres teintées et sans plaque d'immatriculation s'est arrêté au bord de sa propriété, visible depuis l'entrée du garage, ses moteurs tournant au ralenti et ses occupants cachés derrière les vitres sombres. Son instinct s'est soudainement réveillé. Il a rapidement éteint les lumières principales du garage en ne laissant qu'une seule lampe de travail allumée dans l'ombre. Il a observé le SUV qui n'a fait aucun mouvement pour s'approcher, mais a continué à surveiller le garage. Son téléphone s'est alourdi dans sa poche. Qui pouvait-il appeler? Le shérif local saurait comment gérer cette situation et appeler l'armée directement semble prématuré. Aussi, comment ne pouvait-il pas avoir une technologie manifestement spécialisée? Il devait expliquer que la boîte était posée sur son établi et qu'elle contenait des secrets temporairement, mais indéniablement présents quoi qu'il en soit. Elle avait tiré Marc de sa retraite tranquille pour le ramener dans un monde qu'il pensait avoir laissé derrière lui pour toujours, alors que les minutes s'étiraient en une demi-heure tendue, lorsque le SUV s'est finalement arrêté lentement devant l'allée. Marc était sur le siège passager, avec ce qui ressemblait à un casque de communication pour hommes. 000, le bruit lointain des pales d'un hélicoptère, a rompu le silence rural. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une évacuation sanitaire depuis l'autoroute, mais le bruit s'est amplifié et s'est rapproché. Il est sorti du lit et a regardé à travers les volets. Ce qu'il a vu a fait bouillir son sang. Il a vu le bruit des pales d'un hélicoptère au loin rompre le silence rural. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une évacuation sanitaire depuis l'autoroute, mais le bruit s'est amplifié et s'est rapproché. Il est sorti du lit
et a jeté un coup d'œil à travers les volets. Ce qu'il a vu a fait bouillir son sang. Il est sorti du lit et a jeté un coup d'œil à travers les volets. Ce qu'il a vu a fait bouillir son sang, 00 heure du matin. Lorsque le bruit lointain des pales d'un hélicoptère a rompu le silence rural. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une évacuation médicale depuis l'autoroute, mais le bruit s'est amplifié et s'est rapproché. Il est sorti du lit et a jeté un coup d'œil à travers les volets. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. Des camions militaires remontaient la longue allée, les phares tranchant dans l'obscurité. Un hélicoptère Black Hawk tournait au-dessus de lui, balayant le paysage de ses projecteurs. Des hommes en tenue tactique étaient déjà répartis autour de son garage et de sa maison. Ils n'ont pas perdu Mark à marmonner en enfilant rapidement son jean et sa chemise. Avant qu'il ne puisse atteindre la porte d'entrée, celle-ci s'est ouverte. 4 soldats ont fait irruption avec leurs armes. Mark Sullivan. Genia était prêt à balayer la pièce avec son manque d'entraînement. L'un d'eux a aboyé « C'est moi ». Mark a répondu, en gardant ses mains visibles, au lieu de répondre. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont sécurisé la maison. Ils parlaient en jargon militaire, extrait de leur radio. Mark a été escorté dans le salon et on lui a dit de s'asseoir à l'extérieur. 20 minutes plus tard, un grand homme aux cheveux argentés, ayant le grade de colonel, est entré sans frapper. Son visage est inexpressif, ses yeux sont froids et calculateurs tandis qu'il évalue Mark. « Colonel, dit monsieur, Sullivan, sa voix étonnamment douce, mais quand même. Je suis le colonel Hargrove. Je pense que vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas, Mark. Maintiens le contact visuel. J'ai réparé une Jeep pour un vieil homme. Il a payé et il est parti, c'est tout. » La bouche du colonel tressaillit légèrement. « Ne perdons pas de temps. Qu'avez-vous touché ?»« Je suis un mécanicien. Je touche le moteur, la boîte de vitesse, la boîte Sullivan. » Mark hésite. Ce n'est jamais une bonne idée de mentir au service de renseignement militaire, surtout s'ils connaissent déjà la réponse. Il y avait une lumière bleue. C'est tout ce que j'ai vu avant que le système électrique de la Jeep ne tombe en panne. Hargrove l'étudie. Le colonel fait un signe de tête à l'un de ses hommes, qui quitte rapidement la pièce, et Mark se tourne vers Hargrove et poursuit. L'homme qui vous a apporté la Jeep l'a décrite. Au fur et à mesure que Mark parlait, il donnait autant de détails qu'il pouvait s'en souvenir. Il chuchote quelque chose à Hargrove, qui acquiesce. Par la fenêtre, le colonel annonce qu'il faut sécuriser le colis et préparer le transport. Mark observe les soldats en combinaison spéciale qui placent soigneusement la boîte métallique dans une unité de confinement. D'autres démontaient les caméras de sécurité et ramassaient tous les outils qui auraient pu toucher la Jeep. Mark finit par regarder le colonel Hargrove d'un air presque compatissant et lui demanda « Cette chose, monsieur Sullivan, n'est pas un objet. Cette chose, monsieur Sullivan, est classée au-delà de votre autorité, même si vous êtes encore dans l'armée active. Sergent Sullivan Service, distingué décharge honorable formation en ingénierie mécanique. » Hargrove a montré la modeste maison de Mark et maintenant une vie tranquille à réparer. Des voitures au milieu de nulle part, un soldat s'est approché avec une tablette. « Monsieur, nous avons sécurisé toutes les images de surveillance sur le matériel potentiellement contaminé. » Hargrove a acquiescé et le périmètre est dégagé. « Monsieur, aucun signe d'autres parties intéressées. » Le colonel s'est retourné vers Mark. « L'homme qui vous a apporté cette Jeep a volé quelque chose de très sensible au niveau de la sécurité nationale. Nous le suivons depuis 3 jours. Il n'avait pas l'air d'un voleur. » Mark a dit qu'ils le font rarement. Hargrove a regardé sa montre. « Nous avons presque terminé, mais il y a encore une chose. Un autre officier est entré avec un dossier de documents. » Hargrove a pris le document et l'a posé sur la table basse devant Mark. « C'est un accord de non-divulgation. Il stipule que rien ne s'est passé. Ici ce soir, vous n'avez jamais vu cette boîte. Vous ne nous avez jamais rencontrés. La Jeep était juste un véhicule ordinaire que quelqu'un a récupéré après des réparations. Mark, je signe le document, et si je ne le fais pas, la température dans la pièce semble baisser de quelques degrés. » Comme Hargrove répond. « Alors nous avons des installations où les personnes qui sont des risques pour la sécurité nationale peuvent faire leur choix sans réfléchir trop longtemps. » Mark a pris le stylo qu'on lui a tendu. « Je comprends. J'espère que vous comprenez, » dit Hargrove, Mark en signant. « Car ce document n'existe pas, et si vous en violez les termes, vous disparaîtrez. » En moins d'1 heure, les camions, l'hélicoptère, les soldats, tous disparurent dans la nuit.
Aussi rapidement qu'ils étaient apparus, Mark s'arrêta dans son garage, désormais étrangement dépourvu de preuves. Même les taches d'huile de la Jeep avaient été nettoyées, et à l'aube, Mark se demanda s'il n'avait pas tout imaginé. La semaine qui a suivi le raid militaire s'est écoulée avec une lenteur insoutenable pour Mark. Chaque voiture qui passait était occupée. Chaque appel téléphonique restait sans réponse, à moins qu'il ne reconnaisse le numéro. Le sommeil venait par intermittence. Avec des visions de lumière bleue et d'hommes en tenue tactique, il a rouvert son garage 3 jours plus tard et a essayé de rétablir un semblant de normalité. Les clients ont remarqué qu'il était distrait, mais ils ont mis cela sur le compte du surmenage. Mark se surprend à vérifier si les coins de sa propriété sont surveillés, se demandant si les hommes du colonel Hargrove sont présents. Le 7e jour, alors que Mark était en train de fermer boutique, une Mercedes noire et élégante s'est arrêtée dans l'allée. À elle seule, la voiture valait plus que l'ensemble de ses biens. Mark saisit la clé à molette qui se trouvait sur son établi et la serra fermement lorsque la portière du conducteur s'ouvrit. L'homme échevelé qui lui avait apporté la Jeep avait perdu ses vêtements en lambeaux et sa barbe en désordre. À la place, il était vêtu d'un costume anthracite impeccablement taillé qui parlait d'argent sérieux. Ses cheveux argentés étaient soigneusement coupés, sa posture était droite et il se tenait impérieusement debout. « Bonsoir, monsieur Sullivan », dit l'homme. Sa voix était encore reconnaissable malgré sa nouvelle confiance en lui. Adam sourit en s'excusant. « Je pense que c'est pour cela que l'armée vous a rendu visite. Je suis vraiment désolé. »« Je suis désolé, Mark Scoft. Ils m'ont menacé de m'expulser définitivement. Et pourtant vous êtes là. » Adam l'a observé en entrant dans le garage comme s'il en était le propriétaire. Ce qui veut dire que vous êtes assez intelligent pour jouer avec Mark, à serrer la clé fermement. Qui êtes-vous vraiment? L'homme a pensé à Mark pendant un moment. Avant de répondre, mon nom est Dr. Alan Weiss, ancien scientifique de la DARPA, maintenant entrepreneur indépendant. Jeep n'était pas à vous, non Weiss a admis. Mais ce qui était à l'intérieur était ma création. Quelque chose que je ne pouvais pas laisser rester dans les mains du gouvernement plus longtemps. Mark a abaissé la clé légèrement. Quel était ce module de cryptage quantique à lumière bleue? Pourquoi dit-il? En passant sa main sur l'établi de Mark, le système de sécurité des communications le plus avancé, jamais créé, le dispositif est incassable et intraçable, le saint graal des agences de renseignement du monde entier. Et quand j'ai compris à quoi il voulait l'utiliser, vous l'avez volé, je l'ai récupéré intelligemment, réparé, aha. La curiosité professionnelle de Mark a pris le dessus. Comment ça marche? Pourquoi il a souri? Utilise l'enchevêtrement quantique pour créer des clés de cryptage qui existent à 2 endroits en même temps. Toute tentative d'interception ou d'observation des communications détruit automatiquement l'intrication et la rend impossible à briser, et l'armée veut désespérément la récupérer. Le sage acquiesça. Mais grâce à toi, ils ne le trouveront pas. Mark fronça les sourcils. Je n'ai rien fait, tu as réparé la Jeep alors que personne ne l'a touchée. Tu n'as pas posé trop de questions et surtout pourquoi leurs yeux brillaient. Tu as créé la distraction parfaite pendant qu'ils étaient occupés à dévaliser ton garage et à te faire peur. Mes partenaires mettaient le vrai module en sécurité. Ce que tu as trouvé est juste. Mark se sentit malade jusqu'à l'estomac. Tu m'as utilisé comme appât. J'aime penser que c'est acquérir involontairement un allié pour une cause plus grande que la tienne. Je préfère ça. Weiss a mis la main dans sa veste. Tu ne sais pas, mais tu as aidé à empêcher quelque chose de terrible. Quelle raison, quelle chose terrible. L'expression de Weiss s'est assombrie. Le module a été conçu pour des communications sécurisées, mais dans de mauvaises mains, il pourrait être modifié pour briser le cryptage existant. Les systèmes bancaires, les codes de lancement nucléaire, les données personnelles, rien ne serait sûr et vous êtes les bonnes mains. Mark a demandé avec scepticisme, je vais m'assurer qu'il ne tombe jamais. Weiss a dit parfois la meilleure technologie est la technologie qui ne voit jamais la lumière du jour. Mark accepte l'enveloppe à contre-cœur. Elle est lourde comme si elle contenait des tonnes. D'argent. Merci, dit-il sincèrement. Vous ne savez pas qui vous sauvez. Mark l'appelle pour lui demander s'ils reviendront. Le sage militaire s'arrête à la porte. Ils vont vous observer pendant un moment, mais ils savent que vous n'êtes qu'un pion, jouez les idiots. Tenez-vous-en à votre histoire, et ils finiront par se désintéresser de vous. Il monta dans sa Mercedes et partit,
laissant Marc à la porte du garage avec l'enveloppe à la main. Mais après que les feux arrière eurent disparu, Marc ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait en effet une pile de billets de 100 $, assez épaisse pour maintenir leur entreprise à flot pendant des années, mais sous l'argent se trouvait une simple feuille de papier avec un message manuscrit. « Oubliez tout ce que vous voyez. » Marc regarda la note, puis regarda la route déserte où l'adjoint avait disparu. Il voulait qu'il oublie pourquoi tout expliquer, pourquoi révéler son identité. Pourquoi révéler son identité, à moins que cela ne fasse partie d'un jeu plus grand. Marc est retourné dans son garage et a verrouillé la porte, alors qu'il plaçait l'enveloppe dans son coffre-fort. Son esprit s'emballait avec des possibilités. Son téléphone a sonné avec un message d'un numéro inconnu. Le jeu n'était pas terminé. 3 mois après la visite du mystérieux Dr. Weiss, Mark Sullivan a pris sa décision. Le garage qui avait été son gagne-pain et sa passion pendant 7 ans était désormais entaché de souvenirs. Chaque fois que la porte s'ouvrait, il s'attendait à ce que des hommes en tenue tactique fassent irruption. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la découverte d'un petit dispositif d'écoute caché dans le téléphone de son bureau. Qu'il ait été placé par les hommes de Weiss ou par l'équipe du colonel Hargrove, peu importe. Sa vie ne lui appartient plus. Des mécaniciens de la ville s'arrachent la propriété, ignorant ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, désireux d'échapper à la vie citadine et de s'installer dans une campagne tranquille. « Tu es sûr de toi ?» demande Zarania à Jim, le seul employé de Mark, alors qu'il emballe les derniers outils de Mark qui s'est contenté d'exercer le métier de mécanicien pendant 15 ans. Parfois, vous achetez une petite cabane dans la nature sauvage du Montana, loin des bases militaires et des installations de recherche. La ville la plus proche était à 20 miles, juste assez proche pour le ravitaillement et assez loin pour l'intimité. Il n'a pris que ce dont il avait besoin, des vêtements, des livres et des outils de base. Il passe ses journées à réparer la cabane et à explorer la forêt environnante. L'argent du vide-grenier lui permet de vivre modestement pendant des années sans travailler. Indépendamment de l'incident, il n'avait pas de téléphone, pas d'internet et aucun moyen d'être suivi. Son voisin le plus proche se trouvait à 8 km de là, et c'était un vieil homme qui tenait autant à sa vie privée que Mark. Mark l'ouvre avec des mains tremblantes dans la neige fraîche à l'extérieur. Aucun véhicule ne s'est approché de l'unique route d'accès. Il y a un seul billet de 100 $ à l'intérieur, qui sent encore l'encre fraîche, rien d'autre. Pas de notes, pas d'explication, juste l'argent dans le message implicite. Nous savons où il se trouve. Mark passe la nuit à regarder, le fusil de chasse sur les genoux. Chaque année, à la même date, l'enveloppe continue d'apparaître à un endroit différent, accrochée à la branche de son arbre préféré. Le lieu de pêche se trouvait dans un livre qu'il avait lu et même dans un coffre-fort fermé à clé. Au bout de 5 ans, Mark s'y attendait, ne redoutant plus ce rappel annuel, mais reconnaissant que quelqu'un l'observait. Il le faisait toujours, mais à la façon dont Weiss le remerciait ou dont Hargrove l'assurait de son silence, Mark s'interrogeait souvent sur le module de cryptage quantique dans ses moments les plus philosophiques, après un verre de whisky sous son Porsche. Weiss l'avait-il vraiment protégé des mauvaises mains, ou n'était-ce qu'une autre couche de tromperie? Le monde était-il plus sûr grâce à ce qui s'était passé dans son garage cette nuit-là, ou n'était-ce qu'une série de mouvements? Une grande partie d'échecs entre des forces qu'il ne pouvait pas comprendre. Le jour du 10e anniversaire, quelque chose de différent apparaît dans l'enveloppe. Une coupure de journal annonçant la mort du colonel James Hargrove, 67 ans, d'une crise cardiaque, un billet de 100 $ comme d'habitude, et pour la première fois une note écrite à la main. Certains secrets meurent avec leurs propriétaires, d'autres vivent. Mark brûla la note et la coupure de presse pour rester éveillé, mais garda l'argent et l'ajouta à la petite boîte où il conservait tous les billets précédents. Cela lui rappelait que pendant 10 ans, qu'il le veuille ou non, il avait participé à quelque chose de plus grand que lui. Assis sur son Porsche ce soir-là, regardant le coucher de soleil dans le Montana, Mark leva son verre à la sentinelle invisible qu'il savait être là. Mark a souri et a continué à boire, sachant qu'il valait mieux ne pas répondre à certaines questions. Il a aimé cette histoire. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour en savoir plus dans le monde d'aujourd'hui. Des histoires, comme celle de Mark, nous rappellent que les plus petites actions peuvent mener aux plus grandes. En fin de compte, il pensait juste réparer une vieille Jeep, mais c'était en fait celle qui a tout changé. Mark a découvert une vérité cachée
qui reflètent la vie réelle. Beaucoup d'entre nous vaguent à leurs occupations quotidiennes sans se rendre compte que les choix qu'ils font, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un impact profond. Que pouvons-nous donc apprendre de l'histoire de Marc? Premièrement, faites toujours confiance à votre instinct si quelque chose ne va pas. Deuxièmement, la connaissance est un pouvoir, mais elle peut aussi être dangereuse. Savoir quand parler et quand reculer est une compétence qui peut vous protéger dans la vie. Nous partageons des histoires spéciales sur notre chaîne VC Vies Inspirantes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une vidéo. À bientôt.